Bienvenue sur le ring, Lodi, Radio TV, Jamel Belarache. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes président de la maison de la diaspora marocaine. Tout à fait. Donc 3 rounds en 3 thématiques. Première round, MRE, ou Marocain du monde, vous direz, et diaspora, parce que c'est assez dilué, mais en tout cas, première round, MRE, quelle stratégie possible? Avec un point d'interrogation, puisque depuis le discours du 20 août 2022, on a l'impression que toutes les stratégies ont été, ont avorté, en tout cas, n'ont pas atteint l'objectif qui était assigné. Deuxième round, transfert de devises 2022. Qu'on voit souvent sous le prisme purement financier de devises et les MRE, transfert de devises 100 milliards de dirhams, et après. Donc ça, vous nous direz aussi, par rapport à cette manne financière, est-ce qu'elle va se tarir, pas se tarir, est-ce qu'il y a des risques? Et troisième round, maison de la diaspora marocaine que vous présidez, un pied à terre, pour qui? Avec un point d'interrogation. Donc on reviendra aussi sur cet aspect-là. Jamel Belarache sur le premier round, sur la stratégie possible aujourd'hui pour les Marocains résidant à l'étranger, les Marocains du monde aussi, parce qu'on dit MDM. Qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de stratégie? Parce que depuis le 20 août, on a l'impression aujourd'hui que tout le monde s'est planté. Moi, je n'ai pas cette lecture-là. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le discours du 20 août est un élément important, mais que Sa Majesté, dès son avènement sur le trône, a tout de suite été très clair sur la question de la diaspora et a toujours eu un regard très affectueux et surtout a voulu intégrer la diaspora dans l'écosystème national et à plusieurs égards et dans plusieurs discours, il a toujours rappelé le rôle important de la diaspora. Donc ça, c'est un de deux. Je pense que l'ensemble des politiques menées jusqu'à maintenant ont eu un impact, peu au pro, bien ou pas bien. Le but maintenant, c'est de se dire... Mais attends, juste Jamel Belarache, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire aussi, avant d'initier éventuellement une nouvelle stratégie, parce que je crois que c'est en cours, j'ai vu que la Serbrota a initié une réunion là-dessus, comme il y avait des commissions thématiques au nombre de 5. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire le bilan aussi de ces opérateurs institutionnels? Je fais référence à la Fondation Hassan II, je fais référence... Le bilan NCME, le bilan est en cours et ils ne peuvent pas faire de nouvelles stratégies ou de nouvelles doctrines sans faire une lecture de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été. Vous avez connaissance, vous, du bilan de la Fondation Hassan II, du CCME? Aujourd'hui, il n'est pas public, mais il y a eu une commission interministérielle, il y a eu des commissions techniques au sein du ministère des Affaires étrangères. Ouais. Ils ont fait le job. Je pense que bientôt, on aura les résultats de tout ça. Le bilan est en cours d'évaluation. Mais encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se tourner vers l'avenir. Le 20 août, qu'est-ce que c'est l'histoire? Le 20 août, c'est dire aujourd'hui, nous avons fait ce que nous avons fait, mais le monde a changé, notre diaspora a changé. Il est temps de revoir la doctrine de la relation avec notre diaspora. Et ça, c'est important. Est-ce que la proposition du CESE, qui s'est réuni dernièrement justement sur la question des Marocains du monde, et que je préfère appeler Marocains du monde, MDM et non pas diaspora d'ailleurs, de proposer le retour d'un ministre délégué en charge des MRE, est-ce que vous, en tant que président de la commission de la maison de la diaspora marocaine, est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose? Écoutez, en ce qui me concerne, ce qui m'importe, c'est pas qui représente quoi, c'est le qu'est-ce qu'on fait pour 6 millions d'âmes à travers le monde qui ont des attentes très très fortes. La proposition, ou plutôt la lecture en tout cas, de l'autosaisine du Conseil économique et social et environnemental a eu au moins les mérites elle-même d'avoir fait un peu ce travail bilanciel et donner des orientations. Est-ce qu'aujourd'hui il faut mettre en place un ministère ou pas? Je ne sais pas. Vous n'avez pas d'avis tranché là-dessus? Je n'ai pas un avis tranché, même si je pense qu'il faut une institution, en tout cas, qui soit en capacité de déployer cette stratégie. Or, aujourd'hui, on a des institutions. On a la Fondation Hassan II, on a le CCME, et effectivement, on a les affaires étrangères. Je rappelle que... Fondation Hassan II et CCME, qui, je le rappelle pas, d'ailleurs, depuis le discours du 20 août 2022, ont montré leurs limites en termes d'impact et en termes de résultats. Est-ce qu'il est bon, selon vous, de réarmer ces opérateurs institutionnels dans le cadre d'une nouvelle stratégie? La première étape, c'est la Chine. La première étape, c'est quelle est cette nouvelle doctrine et quelle est cette nouvelle stratégie. Cette doctrine et cette stratégie doit être confectionnée avec l'ensemble des partenaires sous l'égide du ministère des Affaires étrangères dans la mesure où ces gens sont à l'étranger. De deux, donner un nouveau rôle à ces différentes institutions qui doit être très concret. Donc on recommence. C'est ça que vous dites, c'est ce que vous dites en fait. Je dis quelle doctrine et quelle nouvelle stratégie. Et ensuite, je distribue qui peut faire quoi en fonction de ces nouvelles missions. C'est-à-dire que Jamel Belarache est favorable à ce qu'on maintienne la Fondation Hassan II, à ce qu'on maintienne le CCME, à ce qu'éventuellement aussi on relance, en tout cas on remette sur les rails un ministre délégué en charge des MRE qui sera rattaché au ministre des AE, c'était comme ça jusqu'à présent.
Donc vous êtes favorable à cette combinaison, sauf avec une redistribution des cartes. Ça, c'est pas la mienne. Ma lecture, c'est d'aujourd'hui, comme tout, dans tous les discours que je tiens, il faut réinventer les organisations, il faut pas créer de nouvelles institutions. Il faut surtout pas créer de nouvelles institutions. En revanche, il faut réarmer. Je rappelle que le CCME est une institution constitutionnelle. D'accord? On peut pas... Donc il n'est pas voué à disparaître, en fait, également. C'est pas évident. Par contre, revoir sa mission, sa feuille de route, oui, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on peut la Fondation Hassan II également. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux, entre guillemets? Les institutions restent, les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est quelle mission, pour quel impact, avec quel indicateur de performance, parce que dorénavant, il faut évaluer, il faut rendre des comptes, parce que là, que Diaspora aujourd'hui à travers le monde attend des résultats et attend beaucoup de choses de la part de son pays d'origine. Et ceux qui sont favorables à la mise en place d'une agence, en fait, qui soit flexible, qui soit proactive, public-privé, est-ce que ça serait pas quelque part aussi la solution est sortir un petit peu du carcan Je ne crois pas. Il y a administratif, parce que toutes ces institutions aujourd'hui en charge des MRE, c'est essentiellement des fonctionnaires. Je ne crois pas. Et c'est fonctionnalisé. Je ne crois pas à la stratégie du millefeuille. Il faut arrêter d'empiler des institutions. Est-ce que c'était pas le cas jusqu'à présent? Il faut arrêter. Est-ce que c'était pas le cas jusqu'à présent d'avoir une espèce de millefeuille, limite, en tout cas au goût de certains, indigeste? Trop d'opérateurs, avec, on sait même plus qui fait quoi, avec les responsabilités qui sont diluées. C'est aussi la lecture critique que certains observateurs avertis en charge de la migration et des phénomènes migratoires tirent aussi. C'est-à-dire, voilà, trop d'opérateurs, on ne sait pas qui fait quoi, mais il y a indigeste, et dilution des responsabilités. C'est le fond de l'appel de Sa Majesté du 20 août en disant, il est temps de revisiter tout ça et de redistribuer les cartes en fonction des institutions pour, encore une fois, répondre très concrètement, très opérationnellement aux attentes de la diaspora à travers le monde. Vous avez vu que Nasser Bourita donc a réuni un petit peu les troupes. Le chef de gouvernement l'avait fait en octobre dernier, je pense. Oui, septembre dernier, fin septembre, début octobre. Il y avait la CGM aussi qui avait pris part. Je sais qu'il y a un deuxième comité interministériel qui doit se dérouler en février. Tout à fait. Est-ce que vous êtes conviés à ces réunions Nous ne faisions pas partie de l'écosystème initial quand tout ça a été lancé. C'est tout à fait normal qu'à ce jour, on ne soit pas conviés. Mais ce qui est sûr, c'est que notre association a vocation, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, à faire des propositions régulières au regard du contact qu'on aura, nous, avec la diaspora, d'être un outil qui va remonter les informations et qui va essayer aussi de peser sur cette nouvelle doctrine dans le temps. Donc vous comptez vous intégrer en tout cas cette dynamique-là. Vous avez déjà eu des contacts avec les ministères des Affaires étrangères, avec le CCME? On a eu des contacts, avec l'ensemble des institutions. D'ailleurs, le 31 janvier, nous faisons le lancement officiel de notre association et l'ensemble des institutions seront présentes lors du lancement. On passe au deuxième round. Bien sûr. Deuxième round de transfert de devises, 100 milliards de dirhams, puisque c'est c'est le scoring, en tout cas en 2022, avec un accroissement de plus de 12%, je crois 11% par rapport à 2021, de transfert en devises. Mais donc, transfert de devises, 100 milliards de dirhams, et après? Est-ce qu'il faut se gargariser d'avoir un pic comme ça depuis le Covid, de transfert de devises, sachant qu'il y a de nouveaux challenges aussi, vous avez vu comme moi, c'est le fait que le Maroc a conventionné avec l'OCDE, donc partage des données fiscales et bancaires d'ailleurs avec, et les tensions aussi avec l'Union européenne. Donc voilà, certaines filiales de banques européennes basées en Europe sont réfractaires aujourd'hui et suspendent en tout cas tout ce qui est transfert diaspora au bénéfice de la diaspora et au bénéfice des maisons mères. Est-ce que tout ça va rendre les choses extrêmement compliquées en matière de transfert de devises dans un avenir proche, selon vous, Jamel Belarache? D'abord, je dis, ça suffit de réduire la diaspora uniquement aux devises, aux transferts qui sont faits annuellement. Le problème, alors, il va falloir passer à autre chose parce qu'encore une fois, la diaspora a fortement changé. Deuxième point, effectivement, les 100 milliards de dirhams qui sont les derniers chiffres que nous avons tous les uns et les autres sont plutôt une bonne nouvelle pour le pays. En disant que une grosse partie de cette manne financière va d'abord aux familles en soutien autour de 75%, et le reste permet de payer les importations. C'est une bonne chose, ça? Une bonne chose, c'est de 75% des 100 milliards, c'est-à-dire on est sur c'est pas un choix. C'est 70 milliards. Hein. C'est pas un choix. Aide au soutien direct aux familles. Ouais. C'est tout à fait normal. Si vous, au moins, on était encore resté on était resté là où nous avons grandi, où nous sommes nés, il est normal qu'on aide nos familles, c'est pas un choix. La question maintenant, c'est comment aujourd'hui on réoriente les investissements de cette diaspora vers des secteurs stratégiques plutôt que de rester dans l'immobilier ou dans les petits commerces. Donc aujourd'hui, le Maroc est une terre d'opportunité dans beaucoup de secteurs nouveaux, que ce soit la tech, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit dans l'industrie, etc. C'est comment aujourd'hui on traite la diaspora de manière beaucoup plus stratégique que uniquement la réduire à ses aspects financiers. Est-ce qu'on peut faire ça, Jamel Belarache, en faisant fi, si je puis dire, du durcissement des autorités de l'Union européenne sur les conditions de transfert? Il y a une directive européenne
qui devrait être validé dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc on est sur un vrai durcissement aujourd'hui. C'est-à-dire l'origine du transfert. Il y a deux choses. Vous voyez ce que Deux choses. Oui, il y a deux choses. Un, cette stratégie aujourd'hui, les transferts de devises, eux, ne vont pas bouger parce que l'Union européenne a fait quoi que ce soit. Le problème de l'Union européenne, qu'est-ce que vous en savez? Oui, qu'est-ce que vous en savez? Non. Le problème de l'Union européenne, c'est de dire vos établissements bancaires installés dans les pays d'Europe doivent se limiter à un certain nombre d'actions et non pas opérer comme une banque classique européenne. Ça, c'est le premier sujet sur lequel l'Union européenne a bougé. Maintenant, les gens qui ont envie d'envoyer l'argent dans leur pays, ils le feront. Ils continueront à le faire. Ils ne peuvent pas. Sauf que, ce qui est couplé aussi, à mon avis, qu'il faut aussi avoir l'esprit, d'ailleurs, ça fait bondir et réagir le gouverneur de la Banque centrale, Abdel Jouari, c'est cette convention avec l'OCDE et le partage des données fiscales et bancaires des membres de la diaspora marocaine également. Donc, on a cette directive européenne, durcissement, et en même temps, on a qui devrait rentrer d'ailleurs imminemment en vigueur, et en même temps, on a cette convention OCDE qui, elle aussi, devrait rentrer en vigueur sur le partage des données fiscales et bancaires des MRE. Et certains y voient, en tout cas, un risque d'une forme de tarissement des transferts de devises et la crête de certains ne voit pas de Marocains à l'étranger. Je ne vois pas. Moi, je ne pense pas personnellement. Je ne suis pas un expert technique, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir un tarissement parce que personne ne peut empêcher la diaspora d'envoyer l'argent à sa famille ou dans son pays d'origine. Ça, c'est un. De deux. Aujourd'hui, il y a quand même en Europe des droits. Et la RGPD, notamment la fameuse règle, je dirais, sur la réglementation des données personnelles, elle est quand même là pour veiller au gras, pour éviter quand même aujourd'hui qu'il y ait des espèces de... Et le Maroc l'a signé aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est... Il n'y a pas les données bancaires là, il n'y a pas les données bancaires, les données fiscales, c'est les données personnelles. Moi je fais confiance à notre gouvernement pour éviter qu'on aille trop, je dirais, dans l'intimité des gens. Quand le gouverneur de la Banque centrale, qui justement, je vous dis, il avait réagi, Jouari, en disant il appelle à une action diplomatique d'envergure pour faire pression, en fait, sur l'Union européenne, en tout cas, par rapport à cette directive, pas sur l'OCDE, parce que ça, c'est notre engagement pays, mais bon, c'est par rapport à cette directive des autorités européennes, Abdel Jouari a réagi. Et il prévoit en prévisionnel une baisse de l'ordre de -3, -4, -5% des transferts en devises en 2023. Donc, on voit bien qu'il pourrait y avoir l'amorce aussi d'une décroissance et des transferts en devises en 2023, Jamel Belrach. Moi, encore une fois, si M. Jouari exprime cette crainte, il a certainement des données que moi je n'ai pas. Moi, ce que je me place dans une famille marocaine à l'étranger, si j'ai besoin d'envoyer de l'argent à ma tante ou à mon oncle ou à ma mère ou à mon père ou à ma grand-mère, je le ferai. Là-dessus, il y a pas de détournement ou quoi que ce soit. En revanche, encore une fois, c'est effectivement l'histoire de la création d'un contrôle plus pointu des données financières, etc. Moi, je fais confiance d'abord à notre gouverneur, à notre gouvernement, pour éviter qu'on rentre et qu'on fasse de l'intrusion dans la vie des gens. Parce qu'en Europe, il n'y a pas cette intrusion-là. Il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit discriminatoire vis-à-vis des diasporas, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit marocaine ou ailleurs. Sachant que tout va se produire aussi dans un contexte aujourd'hui généralisé, où entre le Maroc et l'Union européenne, vous avez vu, ça devient extrêmement compliqué. Le Parlement s'est mobilisation parlementaire extrêmement forte, pour demander aussi de revoir le fond et la forme des relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne. On voit bien qu'il y a des tensions, donc ça peut être une surtension. Écoutez, surtension, je sais pas. Je pense que le Maroc, encore une fois, en 2023, ne doit plus avoir aucun complexe à réagir quand il se sent attaqué. Et en même temps, il faut pas qu'on donne trop d'importance à cette Union européenne qui veut pouvoir régenter la vie des pays. Elle a qu'à regarder ce qui se passe en elle-même, en son sein, les dysfonctionnements qu'il y a en son sein, les problèmes de corruption qu'il y a au sein de l'Union européenne. On n'a aucune ressource à recevoir de l'Union européenne, c'est ça que je veux pas dire. Strictement aucune. Et est-ce qu'on a des subventions aussi, des enjeux commerciaux aussi importants? Dans les deux sens. Non, mais je pose la question. Est-ce que tout ça, il faut tout ça prendre tout ça en compte aussi? Il faut il faut tempérer un peu les choses. L'Europe a besoin du Maroc, le Maroc a besoin de l'Europe. Et ça s'arrête là. Et le Maroc a besoin aussi de ces transferts. On était sur la nature et la ventilation des transferts. Donc, 75% des transferts, c'est des aides directes des Marocains résidant à l'étranger à leur famille. On l'a vu avec un pic depuis le Covid et ça se maintient malheureusement avec le cycle inflationniste. Et je voulais juste vous faire réagir sur un chiffre par rapport à la maison de la diaspora marocaine que vous présidez. Seulement 2%, selon l'Office d'échange, seulement 2% des Marocains de l'étranger investissent dans la production, en tout cas les investissements dits productifs. Seulement 2%. Alors, si vous voulez me laisser juste un peu développer ça. Oui, bien sûr. Historiquement, la diaspora, c'était quoi? C'était des travailleurs qui sont partis, qui renvoient de l'argent, ça s'arrête là. En même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient?
ces gens-là. Nos familles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles envoyaient de l'argent. Quand elles venaient l'été, elles lançaient un programme immobilier, un projet immobilier, une maison, ceci, cela. Donc leur champ d'investissement n'était que dans l'immobilier et n'était que éventuellement dans des commerces de proximité pour faire générer de l'argent à leur propre famille. Ça s'arrête là. Il n'y a eu aucune communication, aucun marketing, aucune stratégie pour les amener à investir dans de nouveaux projets, sur les bourses de projets, sur les nouveaux métiers que le Maroc développe. Et pourquoi? Parce que la diaspora ne connaît pas vraiment le développement de son pays d'origine. Elle n'est pas vraiment informée sur le développement de son pays d'origine. Elle n'est pas informée ou elle n'est pas en confiance? Elle n'est pas informée d'abord. Oui. Après, il y a des problèmes de confiance sur d'autres sujets. Oui. Des sujets de juridiques, de spoliation, de trucs. Tout ça, ça existe. Donc, il faut réinstaller la confiance, mais surtout, réorienter les investissements. Pour ce faire, il faut absolument donner des idées à cette diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi une diaspora qui est dans la tech, qui est dans l'industrie. Pourquoi elle ne s'intéresserait pas à son pays d'origine? Toutes les politiques publiques, mais il y a une nouvelle charte derrière de l'investissement. Il n'y a rien qui est entièrement dédié en fait au MRE. Malheureusement. Si, la nouvelle charte d'investissement. J'ai eu l'occasion de présenter la maison de la diaspora à Steve Azouli et il m'a expliqué effectivement qu'il y avait une ligne qui est prévue dans ce sens-là. Donc les choses, c'est-à-dire une ligne. Une ligne Transfert de devises, une ligne sur le charte d'investissement. Pas du tout. Il faut pas toujours tout réduire. Non, allez-y. Là, il faut. Il y avait une ligne. Oui, mais une ligne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui va parler de la stratégie vis-à-vis de la diaspora avec un ensemble d'actions, un ensemble d'incitations pour les amener à investir dans des projets structurants. Aujourd'hui, on peut avoir toutes les raisons de faire du nihilisme, mais moi, ce qui me concerne, je sais qu'il y a des choses qui sont en mouvement et notre projet associatif de la Maison de l'Espoir vient en soutien à toutes ces initiatives pour marketer davantage le Maroc et amener la diaspora marocaine qui souhaite investir à lui faciliter la vie. Justement, je passe le troisième rang de thématique Maison de la Diaspora que vous présidez. Je le rappelle, un pied-à-terre pour qui? C'est quoi cette Maison de la Diaspora? Projet, est-ce que c'est un club d'amis? Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus pensé, beaucoup plus réfléchi? Certains, ils vont aussi se dire, voilà, Benjamin Belarache est en train de sortir du bois parce qu'on reparle des MRE depuis le mois d'août. Voilà. Déjà, Maison de la Diaspora, est-ce qu'il y a déjà une naissance? Alors, philosophie. Très bien. Alors, à ceux qui pensent qu'on sort du guet depuis le mois d'août, je rappelle juste que la Maison de la Diaspora est un projet qui est depuis 2006. Et d'ailleurs, vous faisiez partie à l'époque, des gens qui avaient été ciblés dans ce projet. On était un certain nombre. Premièrement. Deuxièmement, la Maison de la Diaspora a été créée en décembre 2021. Et on a eu le certificat de la part du gouverneur d'Anfa en avril ou en mai 2022. Et on a eu la chance que Sa Majesté ait fait un peu l'emphase dans son discours au mois d'août, ce qui fait que ça nous a mobilisé encore davantage. Et de un. Ça c'est pour la clarification, pour arrêter les radios à main sur le sujet. Maintenant, la Maison de la Diaspora est un vrai projet qui se veut être au service d'une stratégie nationale qui est fixée par, je dirais, les institutions dont c'est la charge. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme ambition? C'est-à-dire positionnement. Donc l'État va commencer à dévoiler sa stratégie, à définir ses opérateurs, et la Maison de la Diaspora sera dans l'écosystème aussi pour donner. On se veut être dans l'écosystème parce qu'on a 4 ambitions. Ouais. La première, c'est d'accueillir les investisseurs issus de la diaspora et de les guider, de les orienter vers les institutions dont c'est la charge de faire. Donc, Maison de la Diaspora, un aiguillon. Un aiguillon. C'est ça que vous êtes absolument. Et deuxième idée, c'est d'accueillir tous les cadres de la diaspora qui voudraient tenter une expérience marocaine à 2 ou 3 ou 4 ans. Et donc aussi pareil de les guider. C'est-à-dire un accueil physique. Un accueil physique, on cherche un oral. Deuxième. On reste sur ce point-là, sur ce deuxième point. Est-ce que vous avez retour d'expérience bilan aussi de celles et ceux qui ont tenté l'aventure marocaine et au Maroc ces dernières années? C'est parce qu'on a eu un retour d'expérience. Et donc vous avez des raisons. Parce qu'on a un retour d'expérience qui est pas toujours très bon. Ouais. On s'est dit qu'à un moment donné, il fallait que vous, comme moi, on a vécu cette expérience et on a eu tous envie de repartir. Et nous, on veut plus que les gens repartent parce qu'il y a des choses à faire ici au Maroc. Donc, ils ont besoin d'être accueillis et orientés parce que leur cadre de référence n'est pas le cadre de référence national. OK? Deuxième idée fondamentale, c'est de créer une véritable base de données mondiale en fonction des verticales de compétences dont le pays a besoin. Ça, c'est fondamental. Les besoins, c'est-à-dire besoins économiques? Besoins en termes de talent, en termes de compétences, que ça peut être scientifique, académique, culturel, etc., etc. Donc, aujourd'hui. Ça peut être aussi des travaux manuels. Non, des talents, c'est des talents aujourd'hui. Talent, compétences. Ben oui, talent, compétences, bien évidemment. Ouais. D'accord? Troisième ambition. Promouvoir le Maroc qui bouge. Parce que le Maroc bouge depuis 25 ans. OK? Le promouvoir pour amener l'information chez les membres de la diaspora à travers le monde, à travers un outil digital. Et enfin, aussi travailler et réfléchir sur un plaidoyer pour faire évoluer les règles
pour que les gens de la diaspora qui viennent s'installer puissent aussi vivre, entre guillemets, en adéquation avec leur cadre de référence et ne pas se faire imposer un cadre de référence. Est-ce que tout ça, ça va se faire aussi en partenariat avec le secteur privé? Parce que vous parlez de compétences, mobilité, je crois d'ailleurs que la plus haute autorité de l'État, au mois d'août, aussi a demandé aux différents acteurs, y compris notamment institutionnels, de réfléchir à un mécanisme, en fait, nouveau, et essentiellement pour, effectivement, la question de l'investissement, mais la question des compétences aussi. On a vu ce qui s'est passé au Qatar aussi en 2022, donc c'est toute cette dynamique. Aujourd'hui, mais voilà, compétences, est-ce que le secteur privé, l'entreprise, la CGM, tout le tissu, en fait, est dans la boucle? Et ça, d'une part. Et deuxièmement, est-ce que, retour d'expérience, parce que au travers de votre parcours professionnel également, vous croyez encore aujourd'hui, en 2023, que la compétence de l'étranger, elle est facilement diluable et soluble dans l'entreprise marocaine de Belverage? Écoutez, moi, j'ai une conviction, c'est que le Maroc d'aujourd'hui a besoin de l'ensemble des talents de la diaspora qui souhaiteraient contribuer au développement de son pays d'origine pour une raison simple, c'est que les membres de la diaspora, en cas de référence, ont des compétences qui amènent ce qu'on appelle le game changing. Ils apportent vraiment des règles nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas solubles. Le but, c'est pas de les rendre solubles. C'est de se dire que là où ils sont, ils peuvent contribuer. La vraie question et le vrai enjeu, c'est Rachid. C'est de ne pas demander aux membres de la diaspora qui viennent travailler au Maroc de changer et de se coller dans le référentiel. Il faut apprendre à gérer les différences. Vous avez fait référence au Qatar. La victoire au Qatar, c'est la capacité du coach national à faire travailler des gens différents, de pays différents, de cultures différentes, ensemble, au service d'une cause. Ça, concrètement, donc vous avez rappelé que le mardi prochain, donc le 31 janvier, donc Casablanca, le lancement officiel de la maison de la diaspora marocaine. Ça va se passer comment? C'est quoi? C'est une séance inaugurale. Il y aura les officiels qui seront là. Il y aura. C'est quoi le but en fait de cet événement? Le but, c'est de donner le top départ de notre association et de lancer donc tout l'ensemble de ces chantiers. Nous avons le plaisir. D'abord, on est en partenariat pour cet événement avec le CCME qui nous aide beaucoup pour lancer cette opération. Et on aura une séquence d'ouverture avec le CCME, le CESE avec Ahmed Reda Chami, la CGE sera présente, un représentant du ministère de l'Investissement sera également présent. Et bien évidemment, on pense aussi avoir le ministère des Affaires étrangères. Donc, pour la première séquence inaugurale. Le ministère ou le ministre? Le ministère, on a un représentant. Oui. Ensuite, on a deux panels. Un panel sur justement un état des lieux et un deuxième panel sur le retour d'expérience avec des membres de la diaspora qui vont exprimer leurs attentes. Dans tous ces invités, j'allais dire plus ou moins VIP en tout cas, est-ce qu'il manque pas le politique? Vous avez aucun politique? Parce que nous sommes apolitiques. Le politique n'a pas à avoir une prise de parole dans ce type d'événement. Par contre, nous avons invité. Nous avons invité des gens qu'on connaît les uns les autres, parce que c'est important, ils ont un rôle. Et justement, dans la construction de nouvelles stratégies à terme, chaque parti politique a son rôle à jouer. Mais nous, aujourd'hui, on est totalement apolitique et aucune personne qui fait partie de notre groupe n'est affiliée à un parti tel ou tel. Donc les politiques sont invités, mais en tout cas, ils ne prendront pas la parole. C'est des amis comme tout le monde. Prochain. Non, du tout. Next après le 31, c'est quoi? C'est la mise en route du... il y a projet d'abord, qui a la mise en place d'abord identifier le local dans lequel on va héberger cette maison de la diaspora. On va lancer officiellement, on va créer le conseil d'administration opérationnel. On va lancer un cercle des ambassadeurs. C'est-à-dire aujourd'hui, on va identifier des personnalités qui vont soutenir la maison de la diaspora. Et puis, on va faire d'autres annonces que je ne ferai pas aujourd'hui, qui sont importantes et qui sont structurantes pour la maison de la diaspora. Vous les ferez pas aujourd'hui, mais vous reviendrez pour les faire. Absolument, avec plaisir. Merci en tout cas infiniment à vous, Jamel Bellarage. Je rappelle, président de la maison de la diaspora marocaine. Diaspora, d'ailleurs, au CESE, on ne veut pas entendre parler de la diaspora. C'est un peu dommage. Non, mais... C'est qu'on a du mal à se mettre d'accord sur MRE, marocain, mais étranger, MDM, marocain. Merci. Marocain du monde, diaspora. Merci Rachid d'être revenu là-dessus pour la fin. Aujourd'hui, quand vous parlez aux membres de la diaspora, eux-mêmes, ils se qualifient de diaspora. Le problème, c'est qu'ici, culturellement, intellectuellement, on a un blocage avec ce terme, alors que MDM c'est pas que c'est pas un bon terme, c'est un terme marketing. Il a été inventé par une banque pour ses affaires commerciales. Donc aujourd'hui, tous les pays parlent de leur diaspora. Le Maroc doit parler de ta diaspora. Sauf que pour démarrer, vous n'êtes pas forcément aligné. Donc, mais c'est pas grave. MDM et diaspora. Le but, c'est pas d'être aligné. Le but, c'est d'avoir sa contribution, d'être un peu le poil à gratter pour qu'ensemble, on réussisse à intégrer une diaspora qui va encore garder le lien avec son pays sur plusieurs générations. Merci en tout cas infiniment à vous, Jamel Bellarage, président de la maison de la diaspora marocaine. Et bonne chance pour la suite. Merci.